Imagine un jardinier passionné qui, après des années de travail acharné, récolte bien moins que ce qu'il espérait. Non pas à cause de la météo, mais à cause de 33 erreurs qu'il commit sans même le savoir. Bonjour, vous êtes sur la chaîne 33 Facts. Ici, nous partageons des histoires étonnantes, des idées reçues scientifiques et des faits inexpliqués. Installez-vous confortablement, commençons. Première erreur, planter sans connaître son sol. Beaucoup de jardiniers débutants achètent des plants, les mettent en terre et attendent. Ils arrosent, ils fertilisent, ils prient presque. Et pourtant, rien ne pousse correctement. Les feuilles jaunissent, les racines pourrissent, les fruits restent minuscules. La raison est simple mais souvent ignorée. Ils n'ont jamais analysé leur sol. Un sol trop acide empêche les tomates d'absorber le calcium. Un sol trop alcalin bloque l'assimilation du fer chez les framboises. Un sol trop argileux retient l'eau jusqu'à noyer les racines, tandis qu'un sol trop sableux la laisse filer avant que les plantes puissent en profiter. Les jardiniers expérimentés savent que tout commence par le sol, avant même d'acheter la première graine. Un simple test de pH, disponible pour quelques euros dans n'importe quelle jardinerie, peut révéler des problèmes que personne ne soupçonnait. Et pourtant, moins de 20% des jardiniers amateurs font ce test avant de planter. Mais attendez, ce n'est pas seulement une question d'acidité. La structure du sol, sa vie microbienne, sa capacité de rétention hydrique, tout cela compte autant que le pH. Des millions de bactéries, de champignons mycorhiziens et de vers de terre travaillent en silence pour rendre les nutriments disponibles aux plantes. Quand on laboure trop profondément ou qu'on utilise des engrais chimiques en excès, on détruit cette communauté invisible. On se retrouve avec un sol mort qui ressemble à du sable stérile. Les plantes survivent, mais ne prospèrent jamais. Et c'est précisément ce que font des millions de jardiniers chaque année, sans comprendre pourquoi leur potager stagne malgré tous leurs efforts. Et cela devient encore plus intéressant. Deuxième erreur, arroser trop souvent et pas assez profondément. L'erreur d'arrosage est probablement la plus répandue dans tous les jardins du monde. On voit la surface du sol sécher, on prend l'arrosoir, on mouille légèrement la terre, et on recommence le lendemain. Ce comportement qui semble raisonnable est en réalité désastreux. Un arrosage superficiel quotidien encourage les racines à rester en surface, là où l'eau est disponible. Ces racines superficielles sont vulnérables à la chaleur, au froid, au compactage du sol et à la sécheresse dès qu'on oublie d'arroser 2 jours de suite. Une tomate dont les racines plongent à 60 cm de profondeur peut survivre 1 semaine sans arrosage et produire des fruits charnus et savoureux. Une tomate arrosée superficiellement chaque jour développe des racines de 10 cm et s'effondre au premier stress hydrique. Voici un détail important. Les spécialistes recommandent d'arroser abondamment mais rarement, 2 à 3 fois par semaine au maximum, en versant l'eau lentement pour qu'elle s'infiltre profondément. Ce faisant, on force les racines à plonger vers les réserves d'eau situées en profondeur, là où la température est stable et l'humidité constante. Les plantes ainsi cultivées sont naturellement plus résistantes, produisent davantage et tombent moins malades. C'est une technique connue depuis des siècles dans les jardins méditerranéens, et pourtant elle reste ignorée par une grande majorité des jardiniers modernes qui arrosent comme on boit un café, souvent, rapidement, en petite quantité. Passons maintenant à la partie la plus curieuse. Troisième erreur, ignorer la rotation des cultures. Imaginez cultiver des tomates au même endroit pendant 5 ans d'affilée. La première année, c'est magnifique. La deuxième, un peu moins bien. La troisième, des problèmes commencent à apparaître. La quatrième, les plantes semblent malades malgré tous les soins. La cinquième, c'est une catastrophe. Ce phénomène a un nom, la fatigue du sol. Les solanacées comme les tomates, les poivrons et les aubergines épuisent les mêmes nutriments année après année et laissent dans le sol des pathogènes spécifiques à leur famille. Le mildiou, le verticillium, la fusariose, ces maladies s'accumulent dans un sol où la même culture revient trop souvent. Les jardiniers professionnels pratiquent la rotation sur 4 ans minimum, en alternant familles botaniques. Mais dans les petits jardins familiaux, on plante souvent les tomates au même endroit parce que c'est là que ça poussait bien avant. Et ce n'est pas tout. La rotation des cultures ne sert pas seulement à éviter les maladies. Elle permet aussi d'équilibrer naturellement les nutriments dans le sol. Les légumineuses comme les haricots et les pois fixent l'azote atmosphérique grâce à des bactéries symbiotes logées dans leurs racines. Après une saison de haricots, le sol est naturellement enrichi en azote.
prêt à nourrir des plantes gourmandes comme les choux ou les courges. C'est un cycle intelligent que nos ancêtres pratiquaient instinctivement et que la jardinerie industrielle a mis de côté au profit des engrais azotés synthétiques. Revenir à cette pratique simple peut transformer un potager médiocre en jardin abondant, sans aucun apport chimique supplémentaire. Et voici ce qui est surprenant. 4e erreur. Semer trop dense sans éclaircir. Il y a quelque chose de profondément humain dans le geste de semer généreusement. On se dit qu'en mettant beaucoup de graines, on maximise ses chances d'obtenir beaucoup de plantes. C'est logique en apparence, mais dans la réalité du potager, cette logique produit l'effet inverse. Quand les semis lèvent en masse, ils se retrouvent rapidement en compétition intense pour la lumière, l'eau et les nutriments. Chaque plantule affaiblit toutes les autres. On se retrouve avec un tapis de tiges grêles, étiolées, vulnérables aux champignons et aux pucerons. L'éclaircissage, le fait d'arracher les plants en surnombre pour donner de l'espace aux plus vigoureux, est une étape que beaucoup de jardiniers sautent par pitié ou par paresse. Et c'est une erreur qui coûte des récoltes entières. Approfondissons. Un radis a besoin d'au moins 5 cm de chaque côté pour former un bulbe correct. Une carotte en a besoin de 8. Une betterave de 15. Quand ces espaces ne sont pas respectés, les racines se déforment, se tordent, restent petites. On récolte des carottes tordues comme des doigts arthritiques, des betteraves grosses comme des billes, des radis qui montent en graines avant de se former. L'éclaircissage est l'une des pratiques les plus contre-intuitives du jardinage et l'une des plus importantes. Faire moins pour obtenir plus. Voilà la leçon que tout jardinier doit apprendre, généralement à ses dépens, lors de sa première saison de culture. Maintenant, faites attention. 5e erreur, négliger le paillage. Le paillage est peut-être la technique la plus sous-estimée du jardinage moderne. Recouvrir le sol d'une couche de matière organique, paille, feuilles mortes, tonte de gazon séché, copeaux de bois, transforme littéralement un potager. Sans paillage, la surface du sol se dessèche rapidement sous le soleil, se compacte sous la pluie et les mauvaises herbes colonisent chaque centimètre carré disponible. Avec un paillage de 10 cm, l'humidité du sol est maintenue 2 à 3 fois plus longtemps. La température des racines reste stable, même en pleine canicule. Et les mauvaises herbes n'ont plus assez de lumière pour germer. La différence est spectaculaire et visible dès la première saison. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. Le paillage nourrit aussi le sol. En se décomposant lentement, la matière organique libère des nutriments, stimule l'activité des vers de terre et favorise la formation d'humus stable. Un sol paillé pendant 5 ans devient progressivement plus riche, plus meuble, plus vivant qu'un sol nu travaillé chaque année. C'est exactement ce que font les forêts naturellement. Le sol forestier est toujours couvert de feuilles en décomposition, et c'est pourquoi il est d'une fertilité remarquable. Reproduire ce mécanisme au potager, c'est travailler avec la nature plutôt que contre elle. Et pourtant, combien de jardins voit-on avec un sol nu, propre, ratissé à la perfection, et pourtant improductif? Examinons le point suivant. 6e erreur, planter sans respecter les associations bénéfiques et néfastes. Certaines plantes s'adorent, d'autres se détestent. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la biochimie. Les plantes émettent en permanence des substances volatiles, des exsudats racinaires, des molécules allélopathiques qui influencent leurs voisines pour le meilleur ou pour le pire. Le basilic planté près des tomates repousse les aleurode et améliore le goût des fruits selon de nombreux jardiniers. Les carottes et les oignons plantés ensemble se protègent mutuellement. La mouche de la carotte est repoussée par l'odeur des oignons, et la mouche de l'oignon est désorientée par les carottes. En revanche, les fenouils inhibent la croissance de presque toutes les autres plantes du jardin. Les oignons et les pois se gênent mutuellement. Les choux et les fraises ne font pas bon ménage. Puis un autre détail apparaît. Beaucoup de ces associations sont connues depuis des siècles. La tradition amérindienne des 3 sœurs associe maïs, haricots et courges depuis plus de 3000 ans avec des résultats remarquables. Le maïs sert de tuteur aux haricots grimpants, les haricots fixent l'azote pour le maïs et les courges, et les larges feuilles des courges couvrent le sol pour le maintenir frais et humide. C'est un système d'une efficacité stupéfiante, qui ne nécessite ni engrais, ni arrosage intensif, ni traitement phytosanitaire. Pourtant, la plupart des jardins modernes plantent chaque légume dans sa rangée bien séparée, sans tenir compte des synergies possibles, et sans jamais bénéficier de ces collaborations végétales fascinantes. Et voici ce qui soulève des questions. 7e erreur, tailler les tomates sans savoir ce qu'on fait. La taille des tomates est un sujet qui divise,
D'un côté, les partisans de la taille stricte qui éliminent systématiquement toutes les gourmandes, ces tiges secondaires qui poussent à l'aisselle des feuilles. De l'autre, ceux qui laissent leurs plants pousser librement en buisson. La réalité est plus nuancée que les deux camps ne le reconnaissent. Supprimer les gourmandes concentre l'énergie de la plante sur un nombre limité de tiges et de fruits, ce qui donne des tomates plus grosses mais moins nombreuses. Laisser les gourmandes donne des plantes plus touffues, des fruits plus petits mais souvent plus nombreux et parfois plus savoureux. La bonne approche dépend de la variété, du climat, de l'espace disponible et de ce qu'on cherche à obtenir. Mais il existe une autre version. Certains jardiniers commettent l'erreur inverse. Ils taillent de manière obsessionnelle, supprimant non seulement les gourmandes, mais aussi des feuilles saines et des tiges productrices. Une plante trop taillée souffre d'un stress important et peut développer des problèmes comme la nécrose apicale. Cette tache noire au bas des fruits, causée par un déficit en calcium lié au stress hydrique et à la perturbation des flux de sève. La taille doit être raisonnée, régulière et douce. Une gourmande supprimée au bon moment, quand elle a 2 à 3 cm, cicatrise en quelques heures. Une tige coupée tardivement laisse une blessure qui peut servir de porte d'entrée aux champignons et aux bactéries. Avançons. 8e erreur, semer hors saison par impatience. Le printemps est tardif, la neige vient de fondre, et déjà le jardinier impatient sème ses courgettes en pleine terre sous un ciel encore gris. 2 semaines plus tard, une gelée tardive détruit tout. Ou pire, les graines germent, les plants poussent lentement dans une terre trop froide, deviennent étiolés et chétifs, et seront définitivement dépassés par des plants semés 1 mois plus tard dans des conditions optimales. L'impatience est l'ennemi du potager. Chaque légume a une température minimale de germination et de croissance. Les courgettes, les concombres et les haricots ne germent pas correctement en dessous de 15 degrés. Les tomates ont besoin d'un sol à 18 degrés minimum pour s'épanouir. Et voici ce qui est vraiment intéressant. La solution n'est pas d'attendre passivement, c'est de préparer intelligemment. Les semis en intérieur sous lampe ou sur un rebord de fenêtre ensoleillé permettent de démarrer la saison plusieurs semaines avant les dernières gelées. Les couches froides, les cloches, les voiles de forçage permettent d'avancer la plantation en extérieur. Les jardiniers professionnels connaissent les dates de dernière gelée de leur région avec précision et planifient leurs semis en conséquence, en remontant le temps depuis la date de plantation souhaitée. C'est une logique inverse que peu de débutants comprennent naturellement, mais qui transforme la gestion du potager dès qu'on l'adopte. Le détail suivant pourrait vous surprendre. 9e erreur, sous-estimer les mauvaises herbes. Une mauvaise herbe n'est pas seulement une plante indésirable, c'est une concurrente acharnée qui se bat pour les mêmes ressources que vos légumes: eau, lumière, nutriments, espace. Un plant de tomates entouré de chiens-dents, d'amarante et de liserons peut perdre jusqu'à 30% de sa capacité de production. Les mauvaises herbes sont souvent plus vigoureuses, plus adaptées, plus résistantes que les légumes cultivés. Elles ont été sélectionnées par des millions d'années d'évolution pour survivre dans des conditions difficiles. Elles germent plus vite, poussent plus vite, résistent mieux à la sécheresse et aux insectes. Les laisser s'installer, c'est choisir de donner une partie de votre récolte potentielle à des plantes que vous n'avez pas choisies. Et puis, un retournement inattendu. Certaines mauvaises herbes sont en réalité des indicateurs précieux de l'état du sol. Le pissenlit indique un sol compacté et acide. L'ortie pousse là où l'azote est abondant. Le plantain révèle un sol pauvre et compacté. La prêle signale un excès d'humidité ou un drainage insuffisant. Lire les mauvaises herbes de son jardin, c'est avoir accès à un diagnostic gratuit et précis de la santé du sol. Plutôt que de les arracher mécaniquement sans réfléchir, un jardinier avisé se demande ce qu'elles signalent et s'attaque à la cause plutôt qu'aux symptômes. C'est une approche écologique et intelligente que peu de manuels de jardinage enseignent, mais que les vieux jardiniers transmettent de génération en génération. Si vous aimez nos vidéos sur des faits étonnants, des mythes et des révélations audacieuses, soutenez-nous avec un like et écrivez le chiffre 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Cela nous aidera à comprendre ce qui vous intéresse et à rendre nos épisodes encore meilleurs. 10e erreur, utilisez trop d'engrais azotés. L'azote est l'élément nutritif qui fait pousser les plantes rapidement et qui donne des feuilles d'un vert éclatant. Il est donc tentant d'en mettre beaucoup. Mais comme pour beaucoup de bonnes choses, l'excès est pire que le manque. Un excès d'azote favorise la croissance végétative au détriment de la floraison et de la fructification. On obtient des tomates avec des feuilles magnifiques, des tiges épaisses et vigoureuses, mais peu de fleurs et presque pas de fruits. On obtient des salades qui montent rapidement en graines sans former de pommes.
On obtient des carottes avec un feuillage luxuriant et une racine rachitique. L'azote dit aux plantes de grandir, pas de se reproduire. Et une plante potagère qui ne se reproduit pas ne produit pas de récolte. Mais il y a une nuance. La forme d'azote utilisée compte autant que la quantité. L'azote nitrique, présent dans la plupart des engrais chimiques, est absorbé très rapidement et provoque une croissance soudaine, souvent trop intense. L'azote ammoniacal se transforme plus lentement en formes assimilables. L'azote organique, présent dans le compost, le fumier et les engrais d'origine animale ou végétale, se libère progressivement au fil des semaines et des mois, offrant une nutrition continue et équilibrée. Les plantes nourries à l'azote organique poussent moins vite mais plus solidement, développent des racines plus profondes, résistent mieux aux maladies et produisent des fruits au goût souvent supérieur. C'est une différence que les analyses sensorielles confirment régulièrement. Et voici un autre exemple. 11e erreur, ignorer le pH lors des amendements. On achète du compost, on en met généreusement, on se dit que c'est tout bon. Mais si le pH du sol est à 5,2 et que les myrtilles qu'on vient de planter ont besoin d'un pH entre 4 et 5, le compost n'aidera pas. Il faut du soufre ou de la tourbe pour acidifier. Si le pH est à 7,8 et qu'on plante des légumes qui préfèrent un sol neutre à légèrement acide, la chaux ne servira à rien. Au contraire, elle aggravera le problème. Les amendements sans connaissance préalable du pH peuvent neutraliser leurs propres effets ou déséquilibrer encore davantage un sol déjà problématique. C'est l'une de ces erreurs qui coûte cher en temps, en argent et en déception et qui aurait pu être évitée par un simple test à 2 €. Il est temps de continuer. 12e erreur, arroser en plein soleil. L'image est familière, un jardinier qui arrose ses plantes en plein après-midi sous un soleil de plomb. On entend souvent que les gouttelettes d'eau sur les feuilles agissent comme des lentilles et brûlent le feuillage. Cette idée populaire est en réalité contestée par plusieurs études scientifiques qui n'ont pas réussi à reproduire l'effet de brûlure dans des conditions réelles. Mais arroser en plein soleil reste une mauvaise idée pour une autre raison, bien réelle celle-là. La majorité de l'eau s'évapore avant même d'atteindre les racines. 1 heure d'arrosage au milieu de la journée équivaut à 20 minutes d'arrosage le matin, tôt ou le soir. Le sol en surface sèche si rapidement que l'eau n'a pas le temps de s'infiltrer en profondeur. Et voici ce qui est surprenant. L'arrosage du soir, longtemps recommandé comme alternative à l'arrosage en plein soleil, présente lui aussi des inconvénients. Un sol qui reste humide toute la nuit favorise le développement des champignons et des limaces. Le mildiou, la botrytis, la septoriose, toutes ces maladies fongiques prolifèrent dans l'humidité nocturne. Le moment idéal pour arroser reste le petit matin, avant que la chaleur ne monte, pour que la surface du sol sèche dans la journée, tout en laissant l'eau s'infiltrer en profondeur vers les racines. C'est une fenêtre étroite qui demande un peu d'organisation, mais qui fait une différence notable sur la santé des plantes à long terme. Passons à la suite. 13e erreur, planter les tomates trop superficiellement. Voici une technique que peu de débutants connaissent. Les tomates peuvent être plantées avec la tige enterrée jusqu'aux premières feuilles, et c'est même fortement conseillé. Contrairement à la plupart des plantes, les tomates ont la capacité de développer des racines adventives tout le long de leur tige enterrée. Un plant planté profondément développe un système racinaire 2 à 3 fois plus étendu qu'un plant planté superficiellement. Ces racines supplémentaires absorbent plus d'eau et de nutriments, ancrent mieux la plante contre le vent et permettent une croissance vigoureuse même en cas de stress estival. Un plant de tomates légèrement étiolé, avec une longue tige fine, peut être sauvé en étant planté horizontalement en tranchée, toute la tige enfouie sous quelques centimètres de terre. Et cela devient encore plus intéressant. 14e erreur, laisser les fruits trop longtemps sur la plante. On attend que la tomate soit parfaitement rouge, parfaitement mûre, parfaitement belle. Et pendant ce temps, la plante consacre toute son énergie à ce fruit au lieu de former de nouveaux boutons floraux et de nouveaux fruits. Récolter régulièrement, même des fruits encore légèrement pas à maturité complète, stimule la plante à produire davantage. C'est un principe simple de physiologie végétale. Tant qu'un fruit est là, la plante considère sa mission accomplie localement. Supprimer le fruit, c'est envoyer un signal de « continue à produire ». Les courgettes sont l'exemple le plus frappant. Une courgette oubliée devient une courge monstrueuse, et cette courge géante mobilise tellement de ressources qu'elle ralentit toute la production de la plante pour plusieurs semaines. Voici un détail important. 15e erreur, trop travailler le sol.
Le labour profond, le bêchage annuel intensif, le retournement systématique de la terre, ces pratiques héritées de l'agriculture industrielle du XXe siècle sont aujourd'hui remises en question par de nombreux chercheurs et praticiens. Retourner le sol détruit les galeries des vers de terre, brise les réseaux de champignons mycorhiziens, expose les graines de mauvaises herbes enfouies en profondeur à la lumière et les fait germer, et perturbe les couches de sol qui ont des caractéristiques différentes et complémentaires. La technique du non-travail du sol, popularisée notamment par Charles Dowding en Angleterre, montre que des potagers productifs peuvent être cultivés sans aucun labour, en se contentant d'ajouter du compost en surface chaque année. Et voici ce qui est vraiment intéressant. Les résultats de cette approche sont souvent supérieurs aux potagers travaillés de manière conventionnelle. Moins de mauvaises herbes car les graines dormantes ne sont pas remontées en surface. Meilleure structure du sol grâce à l'activité continue des vers de terre. Humidité mieux conservée grâce aux couches organiques de surface. Et surtout, beaucoup moins de travail pour le jardinier. Il est paradoxal que la technique qui demande moins d'efforts donne de meilleurs résultats. Et pourtant, c'est ce que montrent des dizaines d'années d'expérimentation dans des jardins maraîchers à travers le monde. Maintenant, ce qui est souvent caché. 16e erreur, négliger la pollinisation. Un potager sans pollinisateur est un potager condamné. Les courgettes, les concombres, les courges, les tomates, les poivrons, les haricots, tous ont besoin d'insectes pour être correctement pollinisés. Sans pollinisation, les fruits ne se développent pas, ou développent des formes déformées et partielles. Pourtant, beaucoup de jardiniers luttent contre tous les insectes sans discernement, utilisant des insecticides à large spectre qui tuent autant les nuisibles que les bénéfiques. Le résultat est un jardin propre, mais stérile, où les fleurs tombent sans donner de fruits et où les courgettes restent à 3 cm de longueur. Puis un autre détail apparaît. Favoriser les pollinisateurs dans son jardin n'est ni compliqué ni coûteux. Planter des fleurs mellifères entre les légumes. Facélie, bourrache, souci, cosmos attirent les abeilles sauvages, les bourdons et les cirfes. Laisser quelques mauvaises herbes fleuries comme le trèfle ou le pissenlit crée des refuges pour ces insectes précieux. Réduire ou éliminer les insecticides chimiques, même bio, pendant la période de floraison des légumes permet aux pollinisateurs de faire leur travail. Certains jardiniers vont jusqu'à installer des hôtels à insectes et des nichoirs pour les bourdons. Ces investissements modestes peuvent transformer spectaculairement la productivité d'un potager. Et voici ce qui soulève des questions. 17e erreur, oublier de tutorer correctement. Une tomate sans tuteur solide est une tomate en danger. Les plantes indéterminées, qui continuent de croître tout au long de la saison, peuvent atteindre 2,5 mètres de hauteur et doivent être soutenues de manière sérieuse. Un tuteur trop fin plie et se brise sous le poids des fruits. Un lien trop serré étrangle la tige et crée une zone de nécrose. Un tuteur planté trop loin de la base laisse la tige se courber et se stresser. La manière d'attacher les tomates à leur tuteur est aussi importante que le tuteur lui-même. Les liens doivent être souples, raffia, ficelle lâche, clip de jardinage, et permettre un léger mouvement sans bloquer la circulation de la sève. Et il y a une suite. 18e erreur, confondre les symptômes de carence et de maladie. Des feuilles qui jaunissent, ça peut être beaucoup de choses. Un manque d'azote fait jaunir les vieilles feuilles en commençant par le bas de la plante. Un manque de magnésium produit une chlorose internervaire. Les nervures restent vertes, mais le tissu entre elles jaunit. Un manque de fer donne une chlorose sur les nouvelles feuilles en haut de la plante. Le mildiou crée des taches jaune-brune avec un duvet blanc en dessous. La septoriose produit des taches rondes avec un centre gris. Traiter une carence en magnésium avec un fongicide ou traiter le mildiou avec de l'engrais azoté, c'est perdre son temps et aggraver la situation. Or, c'est exactement ce que font des milliers de jardiniers chaque saison, frustrés de ne pas comprendre pourquoi leurs plantes ne répondent pas au traitement. Et maintenant, un fait rarement évoqué. 19e erreur, acheter les semences les moins chères sans vérifier leur qualité. Le prix d'un sachet de graines représente une infime partie du coût total d'une saison au jardin. Si on compte le temps passé, le compost, les outils, les traitements. Pourtant, beaucoup de jardiniers économisent sur les graines et achètent des semences de bas de gamme, déjà vieillissantes, sans indication de taux de germination, sans variété identifiée clairement. Des graines vieilles de 5 ans peuvent avoir un taux de germination de 20%, contre 90% pour des graines fraîches de qualité. Planter des graines vieilles, c'est espérer que 2 graines sur 10 lèveront, dans le meilleur des cas. À partir de ce moment, la partie la plus intéressante commence.
Les semences de variétés anciennes et reproductibles présentent un avantage considérable sur les hybrides F1 disponibles dans les jardineries grande surface. Les hybrides F1 sont sélectionnés pour la productivité, la régularité et la résistance au transport. Mais leurs graines ne sont pas reproductibles et doivent être rachetées chaque année. Les variétés anciennes, librement reproductibles, permettent de sélectionner progressivement des plantes adaptées à son propre microclimat, à son sol particulier, à ses préférences gustatives. Après quelques années de sélection, on obtient des variétés personnalisées qui poussent mieux dans son jardin que n'importe quelle variété commerciale. Examinons le point suivant. 20e erreur, ne pas protéger les semis des limaces. Une limace adulte peut détruire 20 jeunes plants en une nuit. Ce n'est pas une exagération. Les limaces sont des créatures nocturnes qui s'activent particulièrement après la pluie et dans les nuits fraîches du printemps, exactement quand les semis viennent de lever et sont alors plus vulnérables. Un semis de laitue, de basilic ou de courgette au stade cotylédon peut être entièrement rasé avant le lever du soleil. Le jardinier arrive le matin, voit la terre vide et croit avoir raté sa germination. En réalité, les limaces ont tout mangé pendant la nuit. Des mesures de protection simples, cendres de bois, granulés ferriques, filets anti-limaces, planches surélevées, peuvent faire toute la différence à cette étape critique. Et puis, un retournement inattendu. Les limaces ne sont pas toutes des ennemis. Certaines espèces, comme la grosse limace noire ou la limace léopard, se nourrissent principalement de matières organiques en décomposition plutôt que de plantes vivantes. Elles jouent un rôle dans la décomposition de la matière organique et participent au cycle des nutriments. Lutter aveuglément contre toutes les limaces avec des produits à large spectre détruit aussi ces espèces bénéfiques. Une approche ciblée, qui protège les semis jeunes et vulnérables, tout en tolérant les limaces décomposeuses dans les zones de compost et sous les paillis, est beaucoup plus équilibrée et respectueuse de l'écosystème du jardin. 21e erreur, cultiver des variétés inadaptées à son climat. Un jardinier de Bretagne qui plante des poivrons italiens conçus pour le soleil méditerranéen obtiendra probablement peu de fruits. Un jardinier du Midi qui essaie de cultiver des pommes de terre à chair ferme sélectionnées pour le climat frais et humide du Nord obtiendra des résultats décevants. Chaque légume, et plus encore chaque variété, a été sélectionné au fil des générations pour un ensemble de conditions climatiques spécifiques. La durée de la saison sans gel, l'intensité du soleil, l'humidité de l'air, les amplitudes thermiques, tout cela influence profondément les performances des plantes. Ignorer cette réalité, c'est partir en guerre contre la géographie. Et la géographie gagne toujours. Ce moment change tout. La solution est de rechercher des variétés régionales ou des variétés testées dans des conditions similaires aux siennes. Les associations de jardiniers locaux, les AMAP, les grainothèques régionales et les sites spécialisés dans les semences paysannes sont des ressources précieuses pour identifier les variétés qui fonctionnent dans sa région. Un concombre développé pour le Midwest américain ne se comportera pas comme un concombre sélectionné pour le potager français. Ces détails semblent anodins sur les étiquettes, mais font une différence réelle dans les résultats de saison. Et c'est une erreur que les jardiniers commettent en masse chaque printemps, attirés par les belles photos des catalogues, sans tenir compte des indications climatiques en petits caractères. 22e erreur, ne pas gérer les maladies préventivement. Attendre que la maladie soit visible pour la traiter, c'est souvent trop tard. Le mildiou, par exemple, se développe à l'intérieur des tissus foliaires pendant plusieurs jours avant que les premiers symptômes apparaissent en surface. Au moment où on voit les premières taches, la maladie est déjà bien installée et s'est possiblement propagée aux plantes voisines. La prévention consiste à intervenir avant même que la maladie n'apparaisse, en connaissant les conditions qui la favorisent. Le mildiou se développe préférentiellement quand les températures sont entre 12 et 18 degrés, avec une forte humidité et des nuits fraîches. Typiquement les conditions d'une journée de mai ou juin après la pluie. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. Des traitements préventifs à base de cuivre, de soufre, de décoction de prêle ou d'extrait de plantes permettent de renforcer les défenses naturelles des plantes et de créer un environnement moins favorable au développement des pathogènes. Ces interventions préventives sont infiniment plus efficaces que les traitements curatifs tardifs. Un jardinier qui traite préventivement ses tomates à la bouillie bordelaise dès le mois de juin, quand les conditions météo deviennent favorables au mildiou, récoltera des fruits jusqu'en septembre. Un jardinier qui attend les premières taches en juillet pour agir sauvera peut-être la moitié de ses plants, dans le meilleur des cas. 23e erreur. Planter des courgettes sans prévoir l'espace. La courgette est l'une des plantes les plus productives du potager, parfois trop productive.
Un pied de courgette bien installé peut occuper 1 mètre carré de surface et produire 2 à 4 fruits par semaine pendant tout l'été. Mais beaucoup de jardiniers plantent 4, 5, voire 10 pieds de courgettes sans avoir réfléchi à ce qu'ils feront de la production. Mi-juillet, ils se retrouvent avec 40 courgettes par semaine et ne savent plus quoi en faire. Ils en donnent aux voisins, aux collègues, à la famille et finissent par arracher les plants parce que la situation est ingérable. 2 à 3 pieds de courgettes suffisent largement pour une famille de 4 personnes, à condition de récolter régulièrement. Et voici ce qui est vraiment intéressant. 24e erreur, confondre fertilisation et amendement. Fertiliser, c'est apporter des nutriments directement assimilables par les plantes. Azote, phosphore, potassium, oligo-éléments. Amender le sol, c'est modifier ses propriétés physiques et biologiques à long terme. Améliorer la structure, la capacité de rétention en eau, la vie microbienne. Ces 2 actions sont complémentaires mais distinctes. Beaucoup de jardiniers n'appliquent que des fertilisants sans jamais amender, ou n'ajoutent que du compost sans jamais corriger les carences en nutriments spécifiques. Un sol bien amendé mais carencé en potassium ne donnera pas de bons fruits. Un sol carencé en matière organique mais régulièrement fertilisé restera difficile à travailler et vulnérable à la sécheresse. Il y a une suite. 25e erreur, ignorer les avantages des cultures sous abri. Un simple tunnel en plastique, même rudimentaire, peut transformer radicalement les résultats d'un potager. Il protège contre les gelées tardives du printemps et précoces de l'automne, permettant d'allonger la saison de plusieurs semaines de chaque côté. Il maintient une température plus élevée qui accélère la croissance et la maturation des fruits. Il protège contre la pluie et réduit significativement le risque de mildiou et d'autres maladies fongiques. Il crée un microclimat stable qui bénéficie particulièrement aux légumes thermophiles, comme les tomates, les poivrons et les aubergines dans les régions à été court ou pluvieux. Ici se cache un point important. L'erreur n'est pas seulement de ne pas avoir d'abri, c'est aussi de mal gérer l'abri qu'on a. Un tunnel fermé sans ventilation par temps chaud peut atteindre 50 à 60 degrés, ce qui brûle les fleurs et empêche la pollinisation. Les portes et les ouvertures latérales doivent être ouvertes dès que la température dépasse 25 à 30 degrés. L'arrosage sous abri doit être plus rigoureux puisque la pluie n'atteint pas directement le sol. Et le tunnel lui-même doit être orienté intelligemment, dans le sens nord-sud pour maximiser l'ensoleillement sur toute la longueur, avec les ouvertures orientées à l'abri des vents dominants. Et voici un autre exemple. 26e erreur, ne pas profiter du compostage maison. Le compost est l'or du jardinier. Il améliore la structure de tous les types de sols, allège les argiles lourdes, enrichit les sables pauvres. Il libère lentement tous les nutriments dont les plantes ont besoin. Il stimule la vie microbienne et favorise l'activité des vers de terre. Il est gratuit, ou presque, puisqu'il est fabriqué à partir des déchets organiques qu'on produisait de toute façon. Et pourtant, moins de 30% des foyers qui ont un jardin compostent leurs déchets verts. Les pelures de légumes, les épluchures de fruits, les feuilles mortes, les tontes de gazon, les restes de récolte, tout cela part à la poubelle au lieu d'être transformé en amendements précieux. Et maintenant, un fait rarement évoqué. Un compost bien géré peut être prêt en 2 à 3 mois en été, à condition de l'aérer régulièrement, de maintenir un bon équilibre entre matière verte azotée et matière brune carbonée, et de maintenir une humidité suffisante. Un compost négligé, laissé sans brassage pendant des mois, se transforme en matière compacte et malodorante qui met 2 ans à se décomposer. La différence entre un bon tas de compost et un mauvais, c'est l'attention qu'on lui porte. Quelques minutes par semaine suffisent pour retourner, humidifier et équilibrer. Et ce compost fini, sombre et friable comme du café moulu, diffuse dans le sol une fertilité qu'aucun engrais chimique ne peut reproduire complètement. 27e erreur, ne pas surveiller régulièrement les plantes. Le jardinage demande des visites fréquentes, pas nécessairement longues, mais régulières. Un puceron détecté lors d'une inspection de lundi peut être traité mardi. Un puceron ignoré pendant une semaine a colonisé la plante entière et s'est propagé aux voisines. Une feuille malade repérée à temps peut être supprimée avant que la spore n'ait le temps de se propager. Un fruit commençant à pourrir peut être retiré avant que la pourriture ne contamine les fruits voisins. Le potager est un système vivant et dynamique qui change chaque jour. Un jardinier qui ne visite son potager qu'une fois par semaine arrive souvent trop tard pour intervenir efficacement. Et voici ce qui est surprenant. La surveillance régulière permet aussi de saisir les opportunités. Une branche qui a besoin d'être attachée avant qu'elle ne se brise sous le poids des fruits.
Une plante qui commence à manquer d'eau avant que le stress ne soit irréversible. Un insecte auxiliaire, une coccinelle, un chrysope, qu'on peut protéger en évitant de traiter juste à cet endroit. Un premier bourgeon floral sur les poivrons qui signale qu'il est temps de les épincer pour stimuler la ramification. Ces petites interventions quotidiennes, chacune anodine en soi, s'accumulent pour faire la différence entre un potager médiocre et un potager exceptionnel. 28e erreur, ne pas tenir un journal de jardin. La mémoire est trompeuse. On se souvient que les tomates ont bien marché l'année dernière. Mais on ne se souvient plus où elles étaient plantées, quelle variété c'était, quand elles ont été semées, quel traitement a fonctionné contre le mildiou. Un simple carnet de notes, même quelques lignes par semaine, peut transformer l'expérience jardinière sur plusieurs années. On note les variétés semées, les dates, les observations, les problèmes rencontrés, les solutions testées. Au bout de 5 ans, on dispose d'une base de données précieuse sur son propre jardin, adaptée à ses conditions locales, qui vaut infiniment plus que n'importe quel livre de jardinage généraliste. Et voici ce qui est réellement fascinant à ce sujet. Les jardiniers qui tiennent un journal progressent 2 fois plus vite que ceux qui ne le font pas. Ils évitent de répéter les mêmes erreurs d'une année sur l'autre. Ils identifient les patterns, par exemple, que leurs courgettes tombent toujours malades la 3e semaine de juillet, coïncidant avec une période de forte humidité. Ils capitalisent sur leur succès. Telle variété de tomates qui a donné des résultats extraordinaires dans leur jardin et qu'ils réensemencent chaque année. Le journal de jardin transforme l'expérience empirique en savoir structuré. C'est une pratique que les maraîchers professionnels et les horticulteurs ont toujours utilisée et que les jardiniers amateurs adoptent trop rarement. 29e erreur, ne pas valoriser les espaces verticaux. La surface au sol du potager est souvent limitée. Mais l'espace vertical est largement sous-exploité. Des haricots grimpants poussés sur un treillis de 2 mètres de hauteur produisent autant qu'une rangée de haricots nains occupant 4 fois plus de surface au sol. Des concombres conduits verticalement sur un filet prennent 2 fois moins de place et produisent des fruits plus réguliers qui se développent sans toucher le sol. Des pois mange-tout sur un support de bambou colonisent joyeusement la hauteur sans empiéter sur les légumes voisins au sol. La jardinière en hauteur et les bacs surélevés multipliant les niveaux de culture sont des solutions particulièrement efficaces dans les petits espaces urbains. Et puis, un retournement inattendu. Les cultures verticales présentent aussi des avantages sanitaires. Les fruits qui ne touchent pas le sol sont moins vulnérables aux maladies fongiques et aux attaques des limaces. La circulation d'air entre des plants conduits verticalement est meilleure que dans des buissons enchevêtrés au sol, ce qui réduit l'humidité foliaire et le risque de maladie. La récolte est plus facile, les fruits plus visibles, les traitements plus simples. C'est une approche qui maximise la productivité de chaque mètre carré tout en simplifiant l'entretien. Exactement ce que cherche tout jardinier, débutant ou expérimenté. 30e erreur, arrachage systématique des plants en fin de saison sans observation préalable. Quand la saison se termine, beaucoup de jardiniers arrachent tout mécaniquement, passent le motoculteur et préparent le lit pour l'année suivante. Mais certains plants qui semblent terminés recèlent encore des secrets. Les graines mûres d'une belle tomate qu'on a appréciée peuvent être récoltées pour la saison suivante. Les bulbes des artichauts méritent d'être divisés et replantés. Les racines de persil peuvent être laissées en terre pour une reprise précoce au printemps. La plante mère de la fraise envahissante peut être divisée en 10 nouveaux plants vigoureux. Une observation attentive avant l'arrachage permet de récupérer des ressources précieuses que l'empressement du nettoyage ferait perdre. Et voici ce qui est généralement passé sous silence. Les tiges et feuilles des plantes récoltées ne devraient pas systématiquement finir aux ordures. Les tiges de maïs broyées, les fans de tomates saines, les feuilles de choux non malades, tout cela peut alimenter le compost. Les racines des légumineuses, riches en nodules azotés, méritent d'être laissées dans le sol ou enfouies peu profondément pour enrichir la terre. Certains jardiniers expérimentés récupèrent même les plants de tomates qui ont produit toute la saison pour prélever leurs boutures, les hiverner en intérieur et repartir l'année suivante avec des plants adultes qui produiront bien plus tôt et bien plus que des semis ordinaires. Ces pratiques semblent marginales, mais révèlent une intelligence jardinière profonde. 31e erreur, négliger l'alimentation en calcium. Le calcium est un nutriment souvent oublié, éclipsé par l'azote, le phosphore et le potassium. Et pourtant, il joue un rôle structurel essentiel dans la formation des parois cellulaires des plantes. Un déficit en calcium produit la nécrose apicale des tomates, cette tache noire et creuse au bas du fruit qui ruine les plus belles tomates.
Il provoque le tip burn des salades, ses bords de feuilles brunissants et coriacés. Il affaiblit la résistance mécanique des tiges et des fruits. Le problème est que le calcium est souvent présent dans le sol, mais non assimilable par les plantes en cas de stress hydrique, de pH inadéquat ou d'excès d'autres cations. C'est pourquoi la prévention passe d'abord par une irrigation régulière et équilibrée. Il est temps de continuer. Des apports en calcium sous forme de chaux dolomitique, de cendres de bois, de coquilles de broyés ou de les diluer et pulvériser sur les feuilles permettent de corriger les déficits. Mais la vraie solution reste d'améliorer la régularité de l'arrosage, car c'est le flux d'eau qui transporte le calcium vers les cellules en formation. Un arrosage irrégulier, pluie abondante suivie d'une semaine sèche, puis une nouvelle pluie, perturbe tellement le transport du calcium que même un sol bien pourvu ne peut pas fournir ce nutriment assez vite aux tissus en croissance rapide. C'est une interaction complexe entre eau, sol et nutrition que peu de jardiniers comprennent intuitivement. 32e erreur. Sous-estimer les avantages des engrais verts. Un engrais vert est une plante qu'on sème sur une parcelle pour améliorer le sol, puis qu'on enfouit ou qu'on laisse mourir avant de planter les légumes. Moutarde, seigle, vesse, facélie, radis fourragé, chacune a ses qualités spécifiques. La facélie décompacte le sol avec ses racines profondes. La vesse fixe l'azote. La moutarde assainit le sol de certains pathogènes. Le seigle protège contre l'érosion hivernale et crée un mulch de matière organique à l'enfouissement. Laisser une parcelle nue pendant l'hiver, c'est laisser les nutriments partir avec les pluies, le sol se compacter sous les intempéries et les mauvaises herbes coloniser librement. Et voici ce qui est réellement important. Un engrais vert semé en septembre et fauché en mars représente un investissement de quelques centimes en graines pour un bénéfice agronomique significatif. La biomasse produite, une fois fauchée et laissée à la surface ou légèrement incorporée, se décompose en libérant de l'azote, du phosphore et de nombreux oligo-éléments. Les racines des légumineuses laissées dans le sol enrichissent la couche superficielle en azote organique pendant toute la saison suivante. Et la couverture hivernale protège la structure du sol contre le compactage par les pluies. Une pluie battante peut détruire des années de construction de structures de sol en quelques minutes sur un sol nu. C'est une pratique simple, économique et extrêmement efficace que trop peu de jardiniers amateurs connaissent. 33e erreur, abandonner après les premiers échecs. C'est peut-être la plus grave des 33 erreurs. Le jardinage potager est un apprentissage long, empirique, humiliant parfois. La première saison est souvent décevante. La deuxième, un peu moins. La troisième commence à montrer des résultats encourageants. Un jardinier qui abandonne après une mauvaise récolte ne saura jamais ce qu'il aurait pu créer avec quelques années de plus. Les plus grands maraîchers du monde ont tous traversé des saisons catastrophiques, des attaques de mildiou dévastatrices, des sécheresses qui ont tout grillé, des gelées qui ont anéanti des mois de travail. Ils ont recommencé, analysé, ajusté et recommencé encore. C'est cette persévérance, plus que n'importe quelle technique, qui fait la différence entre un jardinier qui échoue et un jardinier qui réussit. Et voici ce qui est généralement passé sous silence sur ce sujet. Les échecs au jardin sont en réalité des sources d'informations extraordinairement précieuses. Une récolte de carottes entièrement fourche et tordue révèle un sol caillouteux ou trop travaillé. Des tomates qui craquent systématiquement à maturité signalent des arrosages irréguliers. Des haricots qui ne produisent que des gousses vides indiquent un manque de pollinisation ou un sol trop humide. Des salades qui montent en graines en quelques semaines pointent vers un manque de fraîcheur ou une variété inadaptée à la saison. Chaque échec pose une question précise, à laquelle il existe une réponse précise. Le jardinier qui accepte ses échecs comme des questions, plutôt que comme des condamnations, progresse à une vitesse remarquable. Et au bout de quelques saisons, il possède une connaissance intime de son sol, de son climat et de ses plantes, que personne d'autre ne pourrait lui donner. Pour conclure cette exploration des 33 erreurs les plus courantes au potager, il faut être honnête sur ce qui reste incertain et débattu dans le monde du jardinage. Toutes ces recommandations ne sont pas universelles. Le jardinage est profondément contextuel, influencé par le sol local, le microclimat, les habitudes culturelles régionales et les préférences personnelles. La question du labour, par exemple, est loin d'être tranchée. Certains maraîchers professionnels continuent de labourer avec d'excellents résultats, tandis que d'autres obtiennent des récoltes remarquables sans jamais toucher le sol. Les associations de plantes, bien documentées dans la tradition populaire,
sont encore insuffisamment étudiées scientifiquement pour être affirmées avec certitude dans tous les cas. Le débat sur l'arrosage le soir reste ouvert selon les espèces cultivées et les conditions locales d'humidité. Ce qui est sûr en revanche, c'est que le potager ne pardonne pas l'inattention, mais pardonne beaucoup les erreurs, à condition d'observer, d'apprendre et de recommencer. Chaque saison est une nouvelle expérience, chaque erreur est un enseignement, et chaque récolte, même modeste, est une victoire. Le jardinier qui comprend ses erreurs et les corrige progressivement construira, année après année, un potager qui dépasse ses espérances. Il n'existe pas de recette universelle, pas de manuel qui fonctionne pour tous les jardins du monde. Il existe des principes, des tendances, des pratiques éprouvées, mais c'est le jardinier lui-même, attentif et curieux, qui adapte ses principes à sa réalité particulière. Ce que nous avons parcouru aujourd'hui n'est pas une liste de règles à suivre aveuglément. C'est une invitation à regarder son jardin différemment, à y voir non pas une surface à remplir de plants, mais un écosystème vivant à comprendre et à accompagner. Le sol qui respire sous vos pieds, les insectes qui bourdonnent entre les fleurs, les racines qui explorent silencieusement les profondeurs de la terre. Tout cela forme un système d'une complexité fascinante que nous ne faisons qu'effleurer, même après des années de pratique. Et c'est précisément cette complexité qui rend le jardinage si captivant, si humiliant parfois, et si profondément satisfaisant quand les choses fonctionnent. Les 33 erreurs que nous avons explorées aujourd'hui ont tout un point commun. Elles naissent d'une méconnaissance du vivant. On arrose trop parce qu'on ne comprend pas comment les racines cherchent l'eau. On fertilise à l'excès parce qu'on ne comprend pas comment les plantes régulent leur croissance. On plante sans rotation parce qu'on ne voit pas les pathogènes qui s'accumulent invisiblement dans le sol. La connaissance, même imparfaite, même partielle, transforme ces erreurs en choix éclairés. Et un jardinier qui fait des choix éclairés, même s'il se trompe parfois, est un jardinier qui progresse. Il reste beaucoup de questions ouvertes dans le monde de la culture potagère. La science du sol est encore jeune. Les chercheurs découvrent chaque année de nouvelles interactions entre micro-organismes, plantes et minéraux que personne ne soupçonnait. Les réseaux de communication chimique entre plantes voisines sont encore mal compris. L'influence de la Lune sur la germination et la croissance, pratiquée par des millions de jardiniers à travers le monde, n'a jamais été définitivement ni prouvée, ni réfutée par des études scientifiques rigoureuses. La biodynamie, avec ses préparations et ses calendriers cosmiques, reste une approche controversée que certains maraîchers défendent avec passion et que d'autres rejettent comme une superstition. Ces zones d'ombre et d'incertitude sont le signe que le jardin reste un terrain d'exploration, pas un domaine figé. Ce qui est certain, c'est que chaque jardinier qui s'engage sérieusement dans la culture potagère contribue à quelque chose qui dépasse son propre jardin. Il apprend à observer le vivant avec attention. Il développe une relation directe avec la nourriture qu'il consomme. Il comprend de manière viscérale et concrète les liens entre la qualité du sol, la santé des plantes et la qualité de ce qu'on mange. Dans un monde où la plupart des gens n'ont jamais vu une tomate pousser, où la nourriture arrive emballée et sans histoire, le jardinier potager porte une connaissance précieuse et rare. Une connaissance qui se transmet, qui se partage, qui se construit saison après saison avec les mains dans la terre. Alors si vous avez commis certaines de ces 33 erreurs, et la vérité est que tous les jardiniers en ont commis la plupart. Ne vous découragez pas, vous êtes en bonne compagnie. Les erreurs au jardin ne coûtent qu'une saison. Et la saison suivante arrive toujours, avec ses nouvelles graines, son sol qui se réveille, et toutes les possibilités que cette belle et mystérieuse complexité du vivant nous réserve encore. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cet épisode vous a appris quelque chose, partagez-le avec quelqu'un qui jardine, ou avec quelqu'un qui hésite encore à se lancer. Nous nous retrouvons très bientôt sur la chaîne 33 Facts pour un nouvel épisode rempli de faits étonnants, de révélations inattendues et de vérités que peu osent dire. À très bientôt.